Merci de nous rejoindre sur Al 24 News. Nous sommes toujours en direct pour une couverture en fil rouge consacrée à la guerre au Moyen-Orient. L'escalade en est à son 22e jour consécutif sans que l'appel des sirènes de la diplomatie ne soit entendu. Au contraire, c'est bien la voix des armes qui s'exprime toujours. L'axe Washington antitétionniste poursuit son aventure guerrière contre l'Iran au détriment de la stabilité régionale et internationale. La stratégie de l'usure n'a pas fonctionné côté américain. La tactique est de plus en plus incompréhensible pour les experts qui voient en la poursuite de ce conflit un réel danger pour la paix et la sécurité mondiale. Et inversement, celle de l'Iran semble en surprendre plus d'un. Au niveau régional, le Liban continue d'être lourdement bombardé par l'antitétionniste. Le bilan des victimes dépasse ce soir les 1000 martyrs. Les ripostes iraniennes sur les bases américaines implantées dans les pays du Golfe et sur l'antitétionniste renforcent le risque d'une extrapolation du conflit au voisinage proche, tandis que les indicateurs économiques, il faut le dire, ne trompent pas. La situation se détériore de jour en jour. La réserve fédérale de Dallas prévoit un impact sur le PIB mondial si le détroit d'Ormuz reste fermé, alors que le FMI tente de rassurer en parlant d'un impact plus ou moins important selon les régions. Nous allons tenter de développer tout cela avec nos experts qui nous rejoignent ce soir de Tunis, Paris, Koweït City et Istanbul dans quelques instants. Je vous le disais donc, pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir de droite à gauche Layel Mansour depuis Koweït City. Vous êtes docteur en macroéconomie, spécialiste du dollar. Bonsoir Madame Mansour, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis très ravie d'être avec vous, avec les invités aussi. Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, est avec nous depuis Paris. Bonsoir Madame. Bonsoir, merci de votre invitation. À vos côtés se tient Zeki Güvercin, il est président non du forum du SAAA, donc bonsoir à vous. Zeki Güvercin, merci d'être avec nous également. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et enfin, Akram Khraïev, expert en questions de défense et de géostratégie, est en direct avec nous depuis Tunis. Bonsoir à vous Akram, merci d'être avec nous également. Merci à vous tous, merci pour l'invitation. Bonsoir. Commençons tout de suite ce débat avec vous, Madame Varenne, car il s'agit de votre première participation avec nous. J'aurais aimé donc avoir votre point de vue, votre vue d'ensemble sur cette guerre menée, il faut le dire, tambour battant, par le duo Trump-Netanyahou. Quelle est votre lecture au sujet de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, engagée contre l'Iran, et vers quoi s'achemine-t-on, selon vous, après 22 jours de guerre consécutive? Moi, je fais partie des gens qui se sont complètement trompés sur cette guerre parce que jusqu'au 28 février, j'ai pensé que les États-Unis ne rentreraient pas en guerre parce que sur le papier, il n'y avait rien, aucune condition n'était remplie. Les conditions n'étaient pas réunies. Il avait promis qu'il ne ferait pas de guerre, il n'avait pas les armements, enfin, etc. On peut poursuivre. Et donc, et donc, on s'est aperçu, et c'est ça qu'on voit encore aujourd'hui, après le 22e jour de guerre, et même après ce qui s'est passé aujourd'hui, cette guerre est toujours, pour moi, irrationnelle. On sait par exemple que l'Iran prend coup pour coup. Pourquoi on tape Natanz aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'ils vont taper Dimona. Et tous les jours, on reviendra après plus en détail sur ce sujet, mais tous les jours, on est un peu dans cette affaire, on est dans l'irrationnel. Les erreurs américaines, pour moi, sont majeures parce qu'ils savaient, ils auraient dû savoir, ils auraient dû s'attendre à la capacité des Iraniens à riposter. Ils avaient eu une idée pendant la guerre des 12 jours. Ils savaient, parce que pendant la guerre des 12 jours, la fermeture du détroit d'Ormuz planait. Donc, ils sont partis dans cette guerre en prenant aucun compte de toutes les conditions pour eux-mêmes et pour les Iraniens.
Donc aujourd'hui, on va vers un désastre. On est dans le désastre, ça c'est sûr. Maintenant, pour l'économie mondiale, pour les Iraniens, pour les Libanais, on est dans une catastrophe. Maintenant, ce qui va ressortir de ça, je pense que c'est une guerre qui va profondément bouleverser toutes les relations internationales et pas seulement le Moyen-Orient. Ça va jouer sur la liberté de navigation dans les détroits, ça va jouer sur l'économie mondiale, ça va jouer sur le dollar. Enfin, toutes les conséquences sont énormes, à mon avis. Merci, Madame Varenne. Zeki Güvercin, c'est votre première également. J'aurais aimé avoir votre vue d'ensemble, tout comme Madame Varenne, à propos de cette guerre au Moyen-Orient. Oui, bonsoir. Effectivement, donc, c'est une guerre qui n'a pas porté son nom dès le départ, à savoir qu'après Gaza, qui était un peu un laboratoire pour les Israéliens notamment, c'est une suite à peu près logique dans leur stratégie régionale d'invasion, de développement. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, 22 jours, les pronostics parlent d'un conflit qui peut durer jusqu'à l'été. Mais en tout cas, sur les principales motivations, on les connaît. Pour les conséquences régionales, puisque la Turquie fait partie de la région, on voit dès à présent les principaux axes, notamment puisque l'énergie, le sujet de l'énergie est évidemment central, et ça motive en grande partie ce conflit. À côté de cela, on peut voir aujourd'hui le problème de la sécurité alimentaire qui va se poser pour la région, pour l'Afrique et pour de nombreux autres endroits du monde, via les engrais notamment, qui sont à base de produits chimiques et autres qui viennent de la région. Mais pour l'introduction, je pense qu'on va vers une recomposition géopolitique régionale qui, même si aujourd'hui les principales victimes sont l'Iran, le Liban notamment, on peut dire que c'est l'hégémonie américaine dans la région qui va sortir questionnée et fortement remise en cause par leurs alliés régionaux, parce que face à la promesse de sécurité, en fait, les pays de la région ont financé des milliards de dollars de bases américaines notamment, et n'ont pas le retour en fait sur investissement. Et je pense que au sortir de ce conflit, beaucoup de pays de la région vont revoir leurs alliances et surtout ne pas placer tous leurs œufs dans le même panier, parce que le coût est énorme, parce qu'on parle uniquement en termes de tourisme de 65 milliards de dollars de pertes pour les pays de la région, ce qui est énorme. Mais en dehors de cela, tout le routing aéronautique, les transports aériens, les principales voies de communication internationale, il y a vraiment une très grande remise en question. Et sur le plan énergétique, notamment le fait que les infrastructures énergétiques soient frappées par Israël, c'est une ligne rouge qui est franchie. Et ça va également impacter bien évidemment le poids de l'Algérie également. Au sortir de ce conflit, je pense que nous allons vers une recomposition assez importante. Merci Zeki, merci Zeki Güvercin. Akalam Khaliev, alors avant de revenir sur ces frappes qui ont eu lieu aujourd'hui sur Natanz en Iran et la riposte iranienne sur Dimona dans les territoires palestiniens occupés, qui a fait énormément de dégâts, il faut le dire. J'aimerais aborder avec vous l'information communiquée aujourd'hui par la presse britannique au sujet des frappes iraniennes sur la base américaine de Diego Garcia dans l'océan Indien, qui, rappelons-le, se trouve à près de 4000 kilomètres de l'Iran. Quels sont les enseignements à tirer par rapport à cette nouvelle opération, cette nouvelle séquence iranienne ? En fait, ce que les Iraniens ont fait, c'est ce qu'on appelle en termes militaires du signaling. Donc, ils signalent leur capacité à toucher des cibles très au-delà de ce qui était attendu de leur part. Donc, en ciblant Diego Garcia, touchant ou pas, ils sont en train de signaler à la communauté internationale qu'ils ont des capacités pour atteindre les bases américaines qui se trouvent bien au-delà du Moyen-Orient. Donc,
Rammstein, Incirlik en Turquie, Rammstein en Allemagne, et même les bases qui se trouvent en Grande-Bretagne ne sont plus à l'abri de ripostes américaines, donc de ripostes iraniennes. Oui. C'est d'autant plus base britannique à Chypre. de raison pour les pays européens de mettre de la pression sur Washington, histoire de faire cesser cette guerre, parce que on le voit, les Européens, les autres membres de l'OTAN sont en train aujourd'hui de traîner les pattes pour ne pas entrer dans cette guerre. Ils savent pertinemment que c'est une guerre perdue d'avance pour ces pays-là. Les pays du Golfe aussi font tout pour ne pas répliquer et ne pas rentrer dans l'engrenage de la guerre contre l'Iran, de peur justement que leurs infrastructures diverses, pas que pétrolières, parce qu'il y a d'autres infrastructures stratégiques. Je pense par exemple au pont qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite, qui est stratégique, qui permet d'acheminer des renforts en cas de soulèvement, et donc qui peut faire en sorte que Bahreïn bascule complètement et devienne... vous savez, on est en train de parler de l'invasion des îles du détroit d'Ormuz plus de l'île de Kharj. On peut se retrouver avec l'effet inverse, avec l'Iran qui s'accaparait du territoire bahreïni. C'est un scénario qui n'est pas envisageable pour le moment. Merci Akram, je reste avec vous. Est-ce que cette nouvelle séquence militaire change un peu la donne sur les réelles capacités balistiques de l'Iran ? À quel point la propagande américaine sur l'anéantissement des capacités militaires de l'Iran peut-elle influencer l'opinion internationale au vu des derniers développements ? En termes de propagande et de guerre médiatique, les États-Unis, depuis le début, considèrent que les capacités militaires iraniennes sont diminuées et sont en train de s'amenuiser de jour en jour. Mais en réalité, les stratèges américains, les membres des services secrets américains savent pertinemment que l'Iran est entré dans une configuration de recroquevillement et se met à la défensive. Donc, l'Iran aujourd'hui a mis à l'abri l'essentiel de ses capacités offensives, et c'est un véritable danger. Natanz, qui a été attaqué aujourd'hui, ce sont des bunkers qui se trouvent très en profondeur sous le sol. On a aussi des SFOL, on a ce qu'on appelle les villes de missiles, qui sont des systèmes souterrains de tir de missiles qui sont quotidiennement bombardés par les États-Unis, mais qui continuent à fonctionner à cause de leur configuration qui a été faite pour offrir une très grande résilience. Donc, entre la propagande qui sert justement à ménager l'opinion publique intérieure américaine, mais aussi à préparer le récit d'un éventuel succès américain, pour siffler le récit d'un succès, et donc pouvoir siffler la fin de la guerre quand ils veulent. En réalité, il fait face aujourd'hui à de la folie de la part des Israéliens qui, eux, insistent pour continuer la guerre, et l'obligation de Téhéran de poursuivre la guerre jusqu'à ce que l'autre partie cède. Merci Akram Khreyev. Des nouvelles qui tombent en ce moment même. Un nouveau missile iranien tiré sur la zone de Arad dans le sud des territoires palestiniens occupés a fait énormément de dégâts. Des sources israéliennes annoncent des morts et des blessés suite à cette frappe. 42 pour l'instant. Alerte rouge au niveau des hôpitaux de la région, donc dans les territoires palestiniens occupés. Parlons un peu d'économie avec vous maintenant, Madame Mansour. Les institutions économiques internationales que vous suivez de près, j'imagine, réagissent aux conséquences de la guerre pendant ce temps. Les bourses, notamment européennes, ont finalement clôturé en baisse après une légère hausse signalée vendredi à cause de la hausse continue, vous le savez, des prix du pétrole et les anticipations de hausse des taux d'intérêt. Faites-nous, s'il vous plaît, le topo, un état des lieux de l'économie mondiale face au choc économique de la guerre, et ce après 22 jours.
En économie, en bourse, c'est surtout basé sur les anticipations, c'est surtout basé sur l'avenir et les sentiments. Surtout la bourse. Donc, on dit c'est pricing l'avenir. Donc, la bourse d'aujourd'hui, c'est le prix de ce qu'on voit dans l'avenir. Et d'habitude, quand on parle de choc au niveau de la bourse, il faut parler des transmissions, des canaux de transmission des chocs. Ici, je vais parler de les trois principaux canaux. Il y en a peut-être plus, mais je vais parler les trois canaux les plus importants. On a le canal des coûts. Quand on parle canal des coûts, comme vous venez juste de le dire, le coût du pétrole, l'augmentation du coût du pétrole, l'augmentation de l'énergie industrielle, l'augmentation des matières premières, ce qui fait, c'est qu'on anticipe que les marges des entreprises, les marges de bénéfices des entreprises vont baisser. Et les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs industriels. On a le secteur de transport et d'aviation et le secteur chimique. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que ces secteurs-là, ils ont vraiment baissé. On a aussi un deuxième canal qui est le canal de croissance. On anticipe vraiment une récession économique. On en parle d'ailleurs déjà que l'avenir, on anticipe au moins 0,4 à 0,5 de récession du PIB mondial. Donc, les chiffres d'affaires vont baisser et là aussi, on va faire une révision de la valorisation boursière. On a aussi le canal le plus important, c'est le canal du taux d'intérêt. Le canal du taux d'intérêt, même si la Banque centrale européenne, il y a quelques jours, n'a pas augmenté les taux d'intérêt ni baissé, mais c'était wait and see, c'est-à-dire on va contempler, on va regarder la situation avant de prendre une décision. Tous les agents économiques, tous les investisseurs, ils anticipent à l'avenir une augmentation du taux d'intérêt. Ce qui fait, c'est que la valeur actuelle, la valeur d'aujourd'hui d'action, c'est la valorisation, c'est la valeur future qui est actuelle. C'est-à-dire que si on anticipe une augmentation du taux d'intérêt dans l'avenir, la valeur d'aujourd'hui, elle va baisser. Ce qui explique pourquoi on a une baisse des actions. Mais je dois expliquer quelque chose. Quand on dit dans la science, ça s'applique un peu à la bourse, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une rotation sectorielle. Comme dans chaque crise économique, il y a toujours des secteurs qui bénéficient plus, qui profitent plus que d'autres secteurs. Et dans ce cas-là, nous avons des secteurs gagnants comme l'énergie, le secteur pétrole et le secteur de la défense, bien sûr, parce que c'est une crise géopolitique. Et les secteurs perdants, ce sont les transports, aviation, l'industrie, parce que l'industrie subit double choc. On a choc de demande et choc d'offre. Et on a bien sûr la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire la consommation des produits non essentiels. Et pour terminer, il faut rajouter que le marché boursier européen, il est plus sensible que le marché des États-Unis dans cette crise ou bien dans ce choc actuel parce que l'Europe est un importateur d'énergie, importateur de pétrole. C'est pour ça que, comme j'ai dit au début, c'est une crise, c'est un choc d'offre de pétrole. Donc, c'est l'Europe qui va subir plus par rapport aux États-Unis, par exemple. L'Europe qui subit le choc de cette crise. On va en parler tout à l'heure, Layel Mansour. Avant de basculer vers Paris, Madame Varenne, Zeki Güvercin, j'aurais également aimé avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Madame Mansour par rapport à cet aspect cyclique qui fait en sorte que certains secteurs profitent de la crise tandis que d'autres plongent? Elle parle d'énergie qui enregistre des gains. Vous me direz, tout dépend pour qui, pour les consommateurs ou pour les producteurs. Quel est votre état des lieux par rapport à ce que enregistrent les bourses d'abord après 22 jours de guerre et les signaux faibles qu'ils envoient au marché, à l'économie mondiale? Le micro, s'il vous plaît, Monsieur Güvercin, on ne vous entend pas. Oui, je pense que là c'est mieux. Maintenant. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'énergie, mais il y a un sujet que je voulais également mentionner, c'était les centres de traitement d'eau qui avaient été touchés. Et là, on touche à quelque chose aussi de très sensible, parce que tous ces pays dépendent des centres de dessalement, et une grande partie a été touchée. Donc, on va vers une crise dans une région où l'eau est plus chère que le pétrole. Donc, c'est un sujet important. Mais pour revenir à votre question, les bourses, notamment, en ce qui concerne Istanbul, la Banque centrale turque a resserré sa politique monétaire cette semaine, puisqu'il y a eu une érosion un peu des réserves, on est passé à 85 milliards de dollars. Donc,
C'est un choc, en fait, au niveau de l'inflation des coûts, notamment. Mais dans les canaux énergie, engrais, logistique, inflation alimentaire, je pense que c'est les 3 points vraiment très importants qui auront un impact sur la suite. Parce que les prix de l'énergie vont grimper forcément, mais tout ça, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de gagnant au sens, comme vous avez dit tout à l'heure, directement un secteur qui va tirer son épingle du jeu. Mais en ce qui nous concerne, donc concernant le sujet sur lequel on travaille sur l'agroalimentaire, on va avoir un énorme problème au niveau des coûts de production agricole, puisque les engrais, l'énergie, l'irrigation, en fait, tout va être touché. Et va se poser la question de l'approvisionnement des stocks et de la souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec près de 12 pays ouest-africains dans le cadre du sommet que je préside. On a eu plusieurs réunions cette semaine et effectivement se pose vraiment la question de la souveraineté, de la sécurité alimentaire, parce que la Turquie notamment, par exemple, est dépendante sur le plan énergétique, mais toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général dépendent des transferts parce qu'il y a un problème de mécanisation, il y a un problème du système d'irrigation. En fait, tout ça étant importé, on risque d'aller vers de très gros problèmes. Et en matière notamment d'énergie alternative, en matière de logistique, en matière d'assurance de la logistique, je pense qu'on n'arrive pas encore vraiment à mesurer l'impact qu'il va y avoir sur l'ensemble de ces secteurs. Et tous ces secteurs, en fait, pouvaient avoir une puissance énergétique, être exportateurs nets d'énergie. Bon, le pétrole est effectivement très haut, mais dans un autre aspect, par exemple le dessalement, par exemple la logistique, par exemple le transport, vous allez avoir d'énormes handicaps. Parce que si vous produisez quelque chose que vous n'arrivez pas à vendre, de toute manière, vous allez être à très court terme et à très long terme perdant. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les économistes qui essaient un petit peu de calculer les choses, de voir comment se projeter sur les 3 à 6 mois à venir, ont d'énormes difficultés parce que nous allons vers des problèmes basiques en fait de sécurité alimentaire, par exemple, qui ne sont pas très chiffrables, mais qui risquent d'avoir des impacts politiques, des impacts sur les différentes gouvernances au niveau mondial. Et surtout, si les choses se prolongent et si vous avez tout à l'heure parlé des installations nucléaires qui ont été frappées, ça, c'est très nouveau en fait. Nous, sur les 30 dernières années, ce type de conflit généralisé au Moyen-Orient n'a jamais eu lieu. Et c'est une première. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a du mal un petit peu à voir sur le plan économique, sur le plan logistique, sur le plan des transports. Ça impacte vraiment le cœur de l'économie mondiale. Donc je pense que on est un petit peu spectateur malheureusement puisque la folie qui s'est engagée risque d'avoir des conséquences très importantes. Et surtout, aujourd'hui, les bourses européennes, notamment la bourse d'Istanbul, sont vraiment en train d'essayer de gérer le choc plus qu'autre chose, puisque malheureusement, on n'a pas vraiment de levier aujourd'hui d'action sur ce qui est en train de se passer. Et les dernières déclarations dont vous avez parlé tout à l'heure des dirigeants des pays agresseurs sont malheureusement pas très optimistes pour la partie économique. Merci Zaki Güvercin. Une information qui vient de tomber, sur laquelle je vous ferai réagir rapidement avant de marquer une courte pause, Madame Varenne. Les Iraniens auraient décliné toute responsabilité sur les frappes de Diego Garcia ce soir. Est-ce qu'on est dans une guerre de rhétorique d'après vous, ou est-ce que c'est de l'intox de la part des Iraniens Je pense que les Iraniens, quand ils font une frappe, ils l'assument. Donc, s'ils viennent de dire que c'était pas eux, je pense que c'est pas eux. Et alors là, on arrive dans des billards qui m'échappent un peu. Mais je pense que chaque fois qu'il y a eu des false flags, ils ont dit, ils ont assumé toutes leurs frappes. Et chaque fois qu'il y a eu des frappes qu'ils n'assumaient pas, ils l'ont dit et ça s'est avéré vrai. Donc, je pense que s'ils n'assument pas cette frappe, c'est que c'est pas. Elle ne vient pas d'eux. Akram Kharaïef, par rapport à cette information, une réaction rapide, s'il vous plaît. Là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvrirait si jamais ce ne seraient pas les Iraniens qui auraient ciblé Diego Garcia. Qui l'aurait fait?
Quelle est la question? Je vois très mal une autre entité ciblée Diego Garcia aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une info qui est ou bien fausse, celle du fait d'avoir ciblé Diego Garcia, ou qui a réellement eu lieu. Si elle a eu lieu, c'est probablement l'Iran. On a énormément de fausses informations qui proviennent d'Iran aussi, il ne faut pas se leurrer. On a vu juste tout à l'heure un avis d'évacuation de Doha et Al Jazeera qui aurait pu être prise pour cible, provenant soi-disant des gardiens de la Révolution. Il y a eu un démenti juste après. Donc, on est dans la guerre des mots, on est dans la guerre de l'information. Il faut vraiment rester circonspect. Mais de toutes les manières, les Iraniens ont des capacités balistiques qui vont au-delà de Diego Garcia. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui envoie des satellites dans l'espace, donc il a déjà un potentiel de missiles intercontinentaux. Donc ce n'est pas un problème technique en théorie pour l'Iran que de cibler cette zone-là. Merci Akaram Kharayev. Mesdames et messieurs, chers experts, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir à ce débat passionnant.